Bonjour et bienvenue dans The Big Shift. Avant de commencer cet épisode, si vous voulez m'aider à démocratiser les enjeux climatiques et écologiques au plus grand nombre, le plus simple à faire, c'est de vous abonner et si vous avez 10 secondes de laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aide énormément, vous n'avez pas idée et c'est pas une blague. Aujourd'hui, je continue une petite série avec cet épisode qui présente les types d'énergie, non fossiles évidemment, qu'on peut utiliser pour produire une électricité décarbonée, ou en tout cas en grande partie décarbonée. Avant même de vous parler d'éolien ou de solaire, qui sont les grands sujets médiatisés, on va parler d'hydroélectricité, parce que ça représente près de 20% de la production électrique en France. En fait, c'est le top 2 après le nucléaire en production électrique. Et pourtant, on en entend beaucoup moins parler. Et pour ça, je suis avec Franck Addisson. Bonjour Franck. Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va très bien, merci. Je suis content de parler d'hydroélectricité. Ouais, moi aussi. J'y connais pas grand-chose. Donc, j'espère que ce que je vais apprendre là en permettra à d'autres aussi d'apprendre tout autant que moi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, Franck Addisson, j'ai créé il y a une vingtaine d'années une société dans le domaine de l'hydroélectricité, une société qui développe des demandes d'autorisation pour avoir le droit de construire des centrales neuves, qui ensuite les construit et qui ensuite les fait fonctionner. On dit qu'il exploite les centrales hydroélectriques. Voilà. Ok, comment s'appelle l'entreprise ? Alors l'entreprise s'appelle NEH, Nouvelle Énergie Hydraulique. Ok, donc tu es effectivement concepteur, producteur et exploitant d'électricité hydroélectrique. J'ai une toute première question qui est un peu peut-être biaisée, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on entend moins parler d'hydroélectricité que de solaire ou d'éolien alors que ça représente un mix plus important ? Aujourd'hui, l'hydroélectricité représente toujours une beaucoup plus grande part d'énergie en France que les autres énergies renouvelables. Mais effectivement, on en parle beaucoup moins. Je pense que il y a plusieurs raisons. D'une part, c'est une énergie ancienne, c'est-à-dire que les premières centrales hydroélectriques ont été développées il y a plus de 100 ans, dans les années, mettons, 1850, 1870. Et en fait, au bout du compte, les concepts n'ont pas énormément évolué depuis les premières turbines hydroélectriques. Il y a une autre explication sans doute, c'est que le potentiel de développement est plus complexe en hydroélectricité parce qu'il faut obtenir des autorisations qui sont un peu compliquées à avoir. C'est donc réservé à certains spécialistes, tandis que obtenir des autorisations dans l'éolien, et même si aujourd'hui ça se révèle aussi, je crois, assez difficile, c'est quand même un peu plus simple, et en photovoltaïque également. Donc au bout du compte, on imagine que le potentiel d'énergie renouvelable qu'il faut développer, ce sera plus dans le solaire, plus dans l'éolien, même si on peut toujours développer. Par exemple, en France, on a l'objectif de développer 3 TWh de production d'énergie hydroélectrique supplémentaire. Ok, et ça, si on n'est pas forcément tous bien ces chiffres-là, ces ordres de grandeur, ça représente quoi, 3 TWh je sais pas, en termes d'alimentation d'une petite ville, par exemple ? 3 TWh, c'est beaucoup, c'est la consommation d'une ville d'à peu près 3 millions de personnes sans chauffage électrique et sans les industries ou artisans qui vont avec. Voilà. En France, en gros, il y a une production de 500 à 600 TWh, tout compris. Ok. Et donc tu disais effectivement, en faisant quelques recherches, je me rendais compte que effectivement l'hydroélectricité, c'est quelque chose qui est présent depuis le 19e et 20e siècle, avec un grand essor au début du 20e siècle essentiellement. Tu dis que ça n'a pas beaucoup évolué. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Est-ce que du coup on a l'impression d'avoir atteint un peu une grande maturité sur ce qu'on est capable de faire avec l'hydroélectricité, ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a eu un manque d'investissement sur ces thématiques ? On a effectivement atteint une belle maturité puisque les turbines hydroélectriques, en fonction du style de turbine, peuvent rendre 90, 92, 93% de l'énergie, de l'énergie potentielle de l'eau qui est turbinée.
C'est-à-dire, c'est un rendement extraordinaire. Si on compare, par exemple, au moteur thermique, où c'est autour de 20 à 30%, voilà, grand maximum. Donc, on peut surtout gagner, en fait, aujourd'hui, grâce à l'hydroélectricité, avec les systèmes d'automatisme et les systèmes d'acquittement, de défauts, d'analyse des petits soucis qui peuvent intervenir pour les acquitter plus rapidement. Donc c'est beaucoup dans ce qui est automatisation qu'on peut encore progresser. Et puis il y a d'autres biais d'amélioration également, de meilleure intégration dans l'environnement, de meilleure acceptabilité. Voilà, on a toujours des beaux axes de progression, mais c'est pas forcément dans la capacité à augmenter le rendement de la centrale hydroélectrique. Ouais, moi je le mettrais même presque plus en comparaison avec les rendements des centrales solaires qui sont plutôt autour de 15-25%, il me semble, en fait, un panneau solaire en soi, de l'énergie reçue qui est effectivement transformée en électricité. Si on avance un petit peu sur ce sujet, est-ce que tu as une sorte de paysage à me peindre de l'hydroélectricité en France? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on a comme type de centrale? Alors, il y a beaucoup d'hydroélectricité différentes en France. Le schéma principal en termes de quantité d'énergie, c'est l'image qu'on a tous des lacs. Donc des lacs qui stockent de l'eau sous forme, au bout du compte, d'énergie potentielle qui va être turbinée ensuite à la demande quand on ouvre les vannes pour faire fonctionner les turbines et produire de l'électricité au moment où on a besoin d'électricité. Très souvent, même si ce n'est pas systématiquement le cas, ces gros systèmes de production hydroélectrique appartiennent à EDF. Mais il y a également d'autres concessionnaires comme par exemple Engie ou même d'autres privés. Il y a la CNR aussi qui est très connue en France puisqu'elle turbine successivement tout au long d'un grand nombre de barrages l'eau du Rhône. Donc ça, c'est une électricité qui est très noble parce que elle est quand même produite en grande quantité et en plus elle est pilotable, c'est-à-dire qu'elle peut répondre à certaines demandes du réseau pour au moment où il y a une augmentation de la consommation, comme l'électricité ne peut pas se stocker, eh bien demander une plus grande production à l'instant T à l'hydroélectricité. Il y a quelque chose qu'il faut bien retenir, c'est qu'à chaque fois, en termes d'électricité, il faut que la consommation soit égale à la production. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des moyens de production qui soient gérables pour qu'on puisse éventuellement faire du stockage d'énergie quand il y a une surproduction et faire de la surdistribution quand on a une sous-production, quand on a un pic de consommation. Et donc effectivement, les centrales... Alors c'est essentiellement des centrales, il me semble qu'on dit éclusées ou centrales de lac, qui sont des barrages un peu plus gros qui permettent ça, c'est ça ? Voilà, c'est sur des plus grands barrages. Et là aussi, au sein de cette classe-là, il y a différents styles de barrages. Il y a des barrages qui peuvent stocker l'eau à la limite pendant une semaine de production, et certains grands barrages, comme par exemple Serre-Ponçon, qui peuvent stocker l'eau à l'année pour déplacer carrément l'utilisation de l'eau d'une saison à l'autre. Moins utiliser l'eau au printemps quand il en arrive beaucoup à la fonte des neiges, mais qu'à ce moment-là, on n'a pas forcément besoin d'énormément d'électricité, et utiliser plus cette eau en hiver, ou à des moments de pic de consommation d'électricité. Voilà. Il y a des barrages, effectivement, comme tu l'as dit, qu'on appelle des barrages d'éclusés, qui eux stockent l'eau de façon très courte. C'est-à-dire, par exemple, au sein de la journée, on peut arriver à déplacer un petit peu le flux d'eau, le stocker un petit peu et le turbiner plus, mettons, entre 18h et 20h, au moment où tout le monde allume ses machines chez soi ou allume son électricité ou son chauffage électrique. Voilà, c'est pas un gros stockage, mais il faut savoir, par exemple, on le voit très bien, si on regarde les prix de l'électricité spot, c'est-à-dire les prix de l'électricité qui varient toutes les heures, il peut y avoir des différences de prix incroyables entre l'après-midi 14-15 heures et le soir 19h 20h, parce que ça reflète la tension sur les systèmes électriques liés à la demande, et donc même une petite éclusée qui déplace l'utilisation de l'eau de l'après-midi au soir, ça peut avoir beaucoup d'importance. Ouais, parce que ce qu'il faut retenir aussi là-dessus, c'est que
dans une centrale hydroélectrique, la puissance, la puissance qui peut être produite est directement liée au débit qu'on va avoir dans le cours. Et donc, si on retient, même si c'est quelques heures, ça permet d'augmenter le débit à un moment particulier donné, et ce qui permet d'augmenter la production électrique. Voilà, c'est le stockage de l'eau sous forme d'énergie potentielle en fait. Et quand on ouvre les vannes, on fait passer cette eau et la vitesse de l'eau ou son poids délivre l'énergie qui font tourner l'alternateur et qui produisent l'électricité. Alors c'est vrai que la puissance de la centrale hydroélectrique dépend du débit de l'eau turbinée, mais ce n'est pas le seul paramètre. Il y a un autre paramètre qui est très important, c'est la hauteur de chute. En fait, la puissance de la centrale dépend de la hauteur de chute par le débit. On aura une même production électrique pour 100 mètres de chute et 1 mètre cube par seconde, ou une centrale qui a par exemple l'inverse, 1 mètre de chute et 100 mètres cubes par seconde. Voilà. Sachant que derrière, ce seront des centrales qui sont extrêmement différentes en termes de construction, de design et aussi d'exploitation à faire fonctionner. Plus la hauteur de chute est élevée, en règle générale, plus les machines sont fiables et simples à faire fonctionner. D'accord. Et aujourd'hui, en France, qu'est-ce qu'on trouve le plus ? Alors, en termes de... Pour continuer sur les différentes typologies de centrales hydroélectriques, on a aussi des centrales dont on dit qu'elles sont au fil de l'eau, c'est-à-dire des centrales qui sont sur une rivière et qui n'ont pas de capacité de stockage de l'énergie, mais qui turbinent la quantité d'eau qui arrive à ce moment-là dans la rivière, et tout en laissant toujours dans la rivière ce qu'on appelle un débit réservé, c'est-à-dire une quantité d'eau qui est propice à la vie, par exemple la vie piscicole, au paysage, au maintien de toutes les fonctionnalités de la rivière. Mais ces centrales au fil de l'eau, alors elles, leur puissance varie non pas en fonction de la demande des consommateurs, mais en fonction de la quantité d'eau qui arrive dans la rivière. Souvent, par exemple, si on est en montagne, dans les Alpes, eh bien, elles seront à Pmax, c'est-à-dire elles produiront au maximum de leur puissance au printemps, quand la neige fond et que les rivières charrient beaucoup d'eau. Et elles peuvent ne pas produire ou même s'arrêter au moment de l'étiage, une sécheresse. On a eu une grosse sécheresse, par exemple, l'an dernier, en 2022. Eh bien, il y a des centrales qui se sont arrêtées à la fin de l'été. Et l'avantage de ces centrales, même si elles ne sont pas pilotables, c'est que c'est une électricité, ce qu'on appelle de base, c'est-à-dire qui de toute façon est produite, elle est envoyée au réseau et elle sert à la consommation de base du réseau et des consommateurs français. Il y a environ 2000 centrales au fil de l'eau en France, dont certaines sont très puissantes, d'autres peuvent être beaucoup moins puissantes, voire de quelques kilowatts de puissance seulement. Et c'est là qu'on retrouve le plus aussi de centrales privées qui peuvent appartenir à des collectivités locales, à des communes, à des particuliers, à des familles d'anciens meuniers qui ont arrêté la meunerie et qui se sont mis à produire de l'électricité, ou des petites... il y a aussi des régies de production d'électricité en France qui se sont créées. Voilà, ça peut avoir différents visages, différents propriétaires, et c'est très utile au soutien du réseau et à la production de base d'électricité en France. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que quand on parle de production d'électricité, on s'attend immédiatement à un gros conglomérat ou une multinationale qui a des usines qui font des tailles absolument faramineuses. On ne s'attend pas du tout à une affaire familiale de production d'électricité dans un petit coin décentralisé. Et donc, effectivement, est-ce que l'hydroélectricité, l'énergie hydraulique est particulièrement propice à ce genre de structure sociétale ? Oui, complètement. Moi, je visite beaucoup de centrales hydroélectriques et il m'arrive d'en visiter certaines qui sont en plein village, donc qui sont dans ce qui ressemble à une maison.
Les voisins se doutent à peine qu'à côté d'eux, il y a une centrale qui produit de l'électricité, et c'est souvent très bien intégré, très bien accepté aussi. Et ça peut être effectivement des familles qui se transmettent des centrales de génération en génération. Et très souvent, ce sont des gens qui étaient effectivement producteurs il y a plusieurs générations ou meuniers, et qui ont toujours eu l'amour de la rivière, l'amour de l'eau, et qui aujourd'hui en profitent pour produire de l'électricité à une petite échelle industrielle. La plupart de ces centrales produisent l'équivalent de la consommation de 2000 ou 3000 ou 4000 personnes à l'année. D'accord, hyper intéressant. Est-ce que tous ces... là, on a beaucoup parlé de rivières, d'eau douce, de montagnes. Est-ce que on est capable de faire des centrales hydroélectriques sur des... je sais pas, en mer, en océan, sur des volumes d'eau beaucoup plus importants? Alors évidemment, on parle ni de chute, ni de débit, mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte, comme la marée? Alors effectivement, il y a d'autres systèmes de production hydroélectrique qui sont moins fréquents. Je te coupe juste une seconde, tu as le micro qui est revenu devant la bouche. Ah, pardon. Okay. Je suis désolé. Excuse-moi. Il y a effectivement des nouveaux... Il y a effectivement d'autres systèmes de production hydroélectrique, dont un qui est un système assez exceptionnel, spécifique pour l'instant à la France, qui est l'usine marémotrice de la Rance. À ma connaissance, il y a qu'une usine comme ça en France aujourd'hui, où lorsque le niveau de la mer monte dans un lieu de marée très très élevé, je crois qu'il doit y avoir entre 15 et 20 mètres de hauteur de marée à la Rance, eh bien l'eau est stockée par le barrage quand la mer est très haute, et quand la mer se retire et qu'elle devient basse à son étiage, on turbine l'eau qui a été retenue dans l'estuaire, et ça fait effectivement de l'électricité de façon vraiment astucieuse et spécifique. Il y a également d'autres systèmes de production hydroélectrique plus confidentiels, mais qui vont être amenés à se développer. Par exemple, le turbinage des eaux potables, parce qu'il y a beaucoup de communes en montagne qui captent leur eau potable en altitude et qui ont des tuyaux, donc des conduites d'eau, des conduites forcées qui descendent de l'eau au niveau du village ou de la ville. Et en bas, avant de boire l'eau, on peut tout à fait la turbiner pour produire de l'électricité. Et il existe même d'autres systèmes qui sont plus confidentiels, surtout développés en Suisse, pas trop en France aujourd'hui, de turbinage d'eau usée. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une station de ski en altitude avec beaucoup d'habitations pendant les vacances, eh bien, il y a beaucoup d'eau usée qui sort de la station de ski. Très souvent, ces eaux usées sont descendues par des conduites forcées dans la vallée pour être traitées dans des stations d'épuration. Eh bien, avant que ce soit traité dans la station d'épuration, on peut tout à fait produire de l'électricité. L'important, c'est d'avoir une colonne d'eau prête à descendre, prête à faire tourner les turbines. Et tu vois, avec tout ce qu'on dit, je me dis, bah cool, en fait, c'est clairement une énergie du futur. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêcherait, bon, au-delà de l'occupation du territoire, mais qu'est-ce qui nous empêcherait de mettre, je sais pas, sur la Rance ou sur la Loire ou en montagne, de mettre une turbine tous les 250 mètres qui nous permet d'avoir beaucoup plus de production que ce qu'on a aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses qui empêchent. C'est que l'hydroélectricité a une particularité administrative qui est que l'énergie de l'eau appartient à l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui est propriétaire de toute l'énergie de l'eau en France, et qui donc doit soit concéder quand ce sont des grandes puissances, soit autoriser l'usage de l'eau à vision énergétique. Et pour ce faire, il faut faire un dossier de demande d'autorisation qui est un petit peu complexe. Et également, en règle générale, il y a beaucoup d'intervenants ou beaucoup de parties prenantes qui doivent tomber d'accord pour accepter un projet. Il peut y avoir beaucoup de riverains d'une rivière, par exemple, beaucoup de particuliers qui sont propriétaires de champs sous lesquels on voudra enterrer une conduite forcée. Voilà. Donc ça crée des petites complexités. Une conduite forcée, c'est quoi? C'est un rattachement au réseau électrique?
Alors la conduite forcée, c'est, j'aurais peut-être dû commencer par ça tout à l'heure, décrire un aménagement. L'aménagement en base, il a un système de captage de l'eau, que ce soit une simple prise d'eau ou un barrage, c'est-à-dire le système qui nous permet de dévier l'eau, une partie de l'eau en tout cas, hors de la rivière. Cette eau ensuite, elle rentre dans un tuyau, une conduite d'acier, pour rejoindre la centrale plus bas où il y aura la turbine. Et donc l'eau, elle est amenée du captage à la centrale par une conduite qui parfois ne fait que quelques mètres, mais parfois peut faire 5-6 kilomètres de long. Très souvent aujourd'hui c'est enterré, même si on voit des très vieux systèmes avec des conduites forcées aériennes. Mais très souvent aujourd'hui c'est enterré, et donc l'eau transite dans ces conduites qui sont en quelque sorte des galeries d'acier qui permettent de mettre l'eau sous pression pour qu'elle sorte avec une énergie importante au niveau de la turbine. Donc ensuite, et pourquoi se mettre aussi loin du lit de la rivière, à 5 ou 6 kilomètres, pour être plus proche des habitations, du réseau? Alors peut-être effectivement pour se mettre proche du réseau, puisque on doit délivrer l'électricité au réseau électrique. En règle générale, c'est à Enedis, sauf si on est sur des très grosses puissances, ce sera sur RTE. Mais en fait, c'est souvent pour bénéficier de la plus grande hauteur de chute possible. C'est-à-dire que on va essayer, par exemple, de capter l'eau à 1800 mètres d'altitude et de la turbiner à 1000 mètres d'altitude. On aura comme ça un dénivelé de 800 mètres qui produira beaucoup plus d'électricité que si on avait que si la centrale était plus proche du captage. Et ce qui répond d'ailleurs en partie à ma question, pourquoi est-ce qu'on n'en met pas tous les 100 mètres sur le territoire? Parce qu'il y a quand même besoin de pressuriser et d'avoir des hauteurs de chute importantes. Alors voilà, il y a besoin soit d'avoir des très gros débits, et auquel cas on peut mettre effectivement des centrales assez fréquemment, soit d'avoir des très grandes hauteurs de chute, et à ce moment-là elles seront plus éloignées. Une autre raison pour laquelle on ne déploie pas beaucoup de centrales hydroélectriques, c'est que il faut obtenir une autorisation administrative, mais aussi une autorisation d'un point de vue environnemental. Et aujourd'hui, du fait du respect de la loi cadre sur l'eau et de différentes directives européennes, il y a un certain nombre de rivières en France qui ont été classées, soit en liste 1, soit en liste 2, pour leur bonne préservation. Et ce classement, dans les faits, interdit quasiment l'utilisation de 75% du potentiel hydroélectrique français restant. Voilà. Donc le potentiel, dans l'absolu, il est assez élevé. Dans la réalité, il est beaucoup plus contraint. Mais essentiellement pour des questions administratives. Alors pas uniquement, mais essentiellement pour des questions administratives. Donc ce qui potentiellement est amené à avoir du changement aussi. Oui, ça peut évoluer. En particulier, il y a certains classements qui sont liés à ce qu'on appelle des réservoirs biologiques. Et dans les SDAG, c'est-à-dire les schémas directeurs d'aménagement des grandes masses d'eau, il est prévu de revoir les classements à certaines périodicités pour soit classer de nouvelles masses d'eau, parce qu'une étude d'impact aura prouvé qu'elles ont un intérêt très important, soit déclasser parce qu'on se sera rendu compte qu'il n'y a pas forcément lieu. D'accord. Et alors tu disais, il y a toujours une déroute de l'eau, une déviation. Pourquoi est-ce qu'on ne prend jamais 100% d'un flux, ce qui permettrait d'avoir un débit supérieur a priori? Est-ce qu'il y a des raisons à ça? Oui, alors il y a essentiellement des raisons de bon sens et aussi environnementales. Il faut toujours laisser de l'eau dans une rivière pour la vie des poissons, pour que des animaux sauvages puissent venir s'abreuver, pour la beauté d'une cascade par exemple. Donc systématiquement, et quelle que soit la taille de la centrale hydroélectrique, il y aura un débit complètement prioritaire qui sera laissé dans la rivière d'origine. D'accord. Et on ne prend qu'un débit supérieur, c'est ce qu'on nomme un débit réservé, et la centrale ne peut turbiner que ce qui arrive au-dessus du débit réservé. C'est-à-dire que ce débit réservé, il est déterminé non pas de façon dogmatique, mais après l'analyse d'une étude d'impact.
donc de différentes analyses et études qui sont confiées à des cabinets spécialisés qui aident à déterminer quel est le bon débit réservé acceptable par chaque milieu. Mais alors tu vois, on enregistre cet épisode début mars 2023. Ça fait 35 jours qu'il n'a pas plu en France. On est sur des niveaux de réserve d'eau dans les nappes phréatiques qui sont au plus bas et c'est très préoccupant pour les sécheresses cet été. Quelles sont les implications sur l'énergie hydroélectrique? Et est-ce que du coup on s'attend à avoir beaucoup de centrales fermées? À ce que cette énergie soit plus du tout prioritaire principale dans le mix électrique? Alors, il y a beaucoup de réponses à cette question. Il y a des réponses court terme et des réponses plus ou moins long terme. Dans le court terme, avec plaisir pour écouter les deux. Voilà. Dans le court terme, évidemment, une sécheresse impacte directement la production d'une centrale hydroélectrique. Et d'ailleurs, si le débit vient à diminuer trop, la centrale hydroélectrique devra s'arrêter. Puisqu'elle laisse en priorité le débit réservé dans la rivière. Et d'ailleurs, elle ne sait pas non plus fonctionner dès le premier litre au-dessus du débit réservé. Et souvent, il lui faut respecter ce qu'on appelle un débit d'armement, c'est-à-dire une certaine quantité d'eau qui est capable de faire fonctionner son propre système. Voilà, donc dans la pratique, on arrête de turbiner avant d'atteindre le débit réservé. Et effectivement, il peut y avoir des centrales qui vont être arrêtées plusieurs mois liées à une sécheresse ponctuelle. Il y a aussi d'ailleurs certaines centrales qui systématiquement, et c'est prévu dès l'origine, sont arrêtées sur des mois d'étiage intense. Par exemple, en très haute altitude, souvent janvier et février sont des mois où les débits gèlent carrément. Et là, les centrales s'arrêteront et produiront beaucoup plus au printemps ou à l'automne. L'autre question à laquelle on doit répondre, même si personne n'a forcément la science exacte là-dessus, c'est avec le réchauffement climatique, est-ce que les débits vont changer si puissamment qu'on ne pourra plus produire d'électricité à partir de l'eau? Et ça, c'est une question qui n'a pas une seule réponse parce que ça dépend beaucoup des bassins versants des rivières concernées et ça dépend aussi un petit peu des très grandes masses d'air et des masses d'eau et de leur positionnement. À titre d'exemple, par exemple, depuis 50 ans, on a bien vu que le débit du Rhône diminue régulièrement. Oui. Mais il y a d'autres centrales par exemple, les centrales que nous exploitons dans les Alpes, qui sont situées dans des courants aériens qui sont toujours très privilégiés en termes de précipitations et qui produisent en moyenne toujours autant chaque année qu'il y a 50 ans, sachant qu'on a des chroniques très élevées parce qu'il y a des centrales qui fonctionnent depuis les années 1880. Et on s'aperçoit qu'on arrive toujours à produire autant qu'il y a 100 ans. Mais il y a quand même une différence, c'est un petit peu la période de l'année à laquelle on va le plus turbiner. Il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans, eh bien, la fonte des neiges, c'était fin mai, début juin, juillet, et c'était les périodes où, en montagne, on pouvait produire le plus en termes d'électricité. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh bien, ce sera peut-être plutôt mars, avril, mai. Donc il y a un vrai décalage de la chronique de production d'électricité, même s'il y a la même énergie au bout de l'année qui aura été délivrée. Ok, super intéressant. Est-ce que c'est du coup une perspective qui met un peu en péril l'avenir de sociétés comme la tienne ou des sociétés un peu de petite taille ou de taille familiale comme tu me montrais tout à l'heure? Il y a beaucoup de paramètres qui viennent modifier profondément la façon de fonctionner des centrales depuis une vingtaine d'années. Dès aujourd'hui, oui. Ouais. Dès aujourd'hui, oui. Et alors, c'est vrai que eh bien, la période de production d'électricité est un de ces paramètres, mais c'est pas le seul. Excusez-moi. Il y a des paramètres administratifs aussi qui rendent bien plus complexe l'exploitation aujourd'hui. On nous demande de respecter, même en termes de qualité d'électricité fournie,
et de réponse à certaines demandes d'Enedis, on doit respecter beaucoup plus de contraintes, ça complique un petit peu le métier, mais il y a un changement incroyable qui nous impacte de plein fouet aussi, c'est la variabilité du prix de l'électricité. C'est-à-dire que il y a 20 ans, mettons, on vendait l'électricité à un prix donné au gouvernement à travers EDF qui le rachetait en direct, mais c'était une économie qui était directement reliée au gouvernement, et c'était un contrat d'achat souvent pour 20 ans à un prix de l'électricité donné, et ça permettait d'avoir une grande visibilité, de savoir si on pouvait faire des investissements ou non. Mais aujourd'hui, avec la très grande variabilité du prix de l'électricité, et aussi certaines décisions plus politiques ou économiques qui sont prises des fois du jour au lendemain, eh bien nos centrales sont beaucoup plus impactées que par la variabilité de l'hydraulicité. Cette année, par exemple, le gouvernement a décidé de façon même rétroactive de limiter le chiffre d'affaires d'une centrale. Alors, ça peut être une centrale hydroélectrique ou une centrale solaire ou éolienne, c'est dans le domaine de l'énergie en général, à un certain prix. C'est-à-dire que si on vendait plus cher qu'un certain prix, parce que le marché avait beaucoup monté, eh bien, c'est l'État, au bout du compte, qui empoche la différence. Et ça, l'État l'a décidé de façon rétroactive et sur un prix, en fixant un seuil qui est assez bas et qui rend la vie difficile à beaucoup de producteurs autonomes. Voilà. Donc les complications, les complexités ne viennent pas toujours de là où on les attend. Et ça, c'est quoi ? Quel était l'objectif de ce genre de réforme ? A priori, c'était pour plutôt des plus gros producteurs d'électricité, ou ça visait les producteurs indépendants ? Ça visait tous les producteurs, gros ou petits, indépendants ou pas, de façon, au bout du compte, à ce que ce soit pas les producteurs qui bénéficient des prix de marché très élevés qui ont eu cours, surtout en 2022, mais que ce soit l'État qui puisse récupérer une certaine partie entre guillemets de cette manne, de façon à payer par exemple le bouclier tarifaire. Ce qui, d'un certain point de vue, se justifie d'ailleurs tout à fait, mais on a plus de mal avec les seuils qui ont été fixés par l'État et qui peuvent être parfois confiscatoires. En fait, c'était une des remarques que j'avais, c'est que l'avantage de l'hydroélectricité, notamment par rapport à l'éolien et au solaire, c'est que vous n'êtes pas tributaire de prix de matières premières, de ressources rares pour la construction et pour l'exploitation, au contraire de ces dernières. Et donc, je pensais que justement, il y avait peut-être un peu plus de facilité de production ou d'investissement sur cette énergie-là en particulier. Alors c'est vrai que l'hydroélectricité a certains avantages, tu viens d'en citer un. Il y a un autre gros avantage, c'est que c'est un investissement qui peut être très pérenne. Il y a des centrales qui ont 130 ans, qui fonctionnent toujours, même si on en a changé certains organes. Mais bon, par exemple, quand on enterre une conduite forcée, c'est pour 50 ou 80 ou 100 ans. Quand on achète une turbine, eh bien, la turbine, c'est peut-être pour 40 ans, la roue de turbine, c'est peut-être pour 15 ou 20 ans, mais en règle générale, ce sont des investissements extrêmement pérennes. Avec le corollaire aussi, c'est que ce sont des investissements assez élevés et qui nécessitent un temps d'amortissement qui est relativement élevé. Et un des derniers gros avantages de l'hydroélectricité, c'est que ce n'est pas une énergie intermittente, notamment avec le jour, la nuit, ou le vent, pas de vent. C'est certes une énergie qui très souvent évolue dans le temps, en fonction de la pluviométrie, en fonction de la fonte des neiges, en fonction du climat, mais il n'y a pas les notions un peu de stop and go qu'il peut y avoir sur d'autres énergies. Donc la prévision de la production est plus simple
Et en règle générale, on dit que l'hydroélectricité participe au soutien du réseau, ce qui est un rôle très très important. Ok. Est-ce qu'on peut parler un peu des impacts environnementaux? On a dit qu'effectivement, il y avait un peu cette limite basse de ponction, de déviation de l'eau pour laisser la possibilité aux poissons, à l'environnement, à l'écosystème de la rivière de garder un peu son état normal de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des impacts environnementaux sur la biodiversité? Est-ce que l'eau qui est remise dans le lit de la rivière est plus chaude, peut-être, par exemple, comme pour le cas des centrales nucléaires où elle sert à refroidir en partie le réacteur? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Alors, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait différentes hydroélectricités. Donc, il y a différentes réponses à leur impact sur l'environnement. J'imagine sur un barrage et au fil de l'eau, ça doit être assez différent. Ouais. Voilà, c'est ça. Par exemple, un barrage, si l'eau qui est stockée dans la retenue d'eau prend le soleil, elle peut se réchauffer un peu, et derrière, effectivement, l'eau turbinée pourra avoir une température un peu plus élevée que si le barrage n'existait pas. Par contre, sur les centrales au fil de l'eau, en règle générale, il y a aucune influence. Ce qu'on dit, c'est que une eau potable à l'amont d'une centrale hydroélectrique, elle est turbinée dans une turbine. À la sortie, elle a exactement les mêmes qualités. Elle est tout autant potable. Et d'ailleurs, sa température ou ses autres paramètres n'ont pas évolué. Ce qui était intéressant à noter, c'est que lorsqu'on construit une centrale, et nous en avons construit une dizaine en 20 ans, on est amené à faire beaucoup d'études, et notamment des études d'impact. Ouais. Qui sont des études très poussées et surveillées par l'administration avant la construction. Et ce qui se sait moins, c'est que après la construction, pendant de 5 à 10 ans, on est aussi tenu à avoir ce qu'on appelle des études de suivi post-aménagement, c'est-à-dire d'autres études d'impact qui permettent de très bien analyser le changement de la qualité du torrent une fois que la centrale est construite, avec d'ailleurs toujours comme témoin la partie amont à la centrale qui elle n'aura pas été du tout impactée, qui est analysée également parce que une rivière peut aussi avoir des marqueurs qui évoluent dans le temps indépendamment de toute action humaine. Il peut y avoir des années où il y a un énorme orage, par exemple, qui crée une crue très structurante et qui va avoir des impacts dévastateurs, que la centrale soit là ou pas. Mais toujours est-il que pour tout ce qui est comparable sur les centrales que nous avons construites, nous voyons que systématiquement, les contraintes qui nous ont été imposées par l'administration avant la construction de la centrale et que nous avons acceptées pour pouvoir construire la centrale et obtenir l'autorisation font que la centrale est vraiment très acceptable par le milieu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune des centrales neuves que nous avons construites ou que nous suivons d'ailleurs pour le compte tiers, où on s'aperçoit que la création d'une centrale hydroélectrique crée un souci important. En règle générale, il y a des petits changements, mais c'est tout à fait acceptable par le milieu. Voire, des fois, il y a des centrales qui induisent des petites améliorations, par exemple pour les truites, parce que le milieu sera moins changeant, moins sujet à des petites crues. Et donc, les truites pourront un peu mieux se reproduire. Ben voilà, aucune activité humaine est sans impact. Donc, certes, il y a des petits impacts, mais soit c'est totalement acceptable, soit des fois c'est un petit plus, soit des fois c'est un petit moins. Toujours est-il que aujourd'hui, vu que la dimension environnementale est prise en compte dès le dimensionnement d'ouvrage, eh bien, c'est vraiment des centrales qui s'insèrent bien dans le milieu dans lequel elles sont. Écoute, merci beaucoup. Avant de clôturer cet épisode, donc tu m'as parlé un petit peu de ton point de vue producteur, de l'incertitude qui est plus prégnante aujourd'hui qu'il y a quelques années au moment où vous faisiez des investissements. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous partager sur la vie d'un producteur d'électricité
Comment est-ce que tu vis ça au quotidien ? Un producteur d'électricité, c'est quelqu'un qui est très paysan dans l'âme, en ce sens que il est très sensible au temps qu'il fait, au temps qu'il va faire. Parce que, un cours d'eau, ça évolue au fil du temps, des fois très doucement, des fois très vite. On peut avoir des crues soudaines, on peut avoir des survenues de ce qu'on appelle de lave torrentielle, on peut avoir des épisodes. Et ça, d'ailleurs, le réchauffement climatique dont on parlait tout à l'heure fait quand même, on le voit, qu'il y a plus d'épisodes orageux ou plus d'épisodes exceptionnels qui surviennent, qui sont plus violents, oui. Un peu moins exceptionnels, en tout cas voilà, plus violents. Et ça, c'est un peu plus complexe pour gérer nos centrales. Il faut être très proche de sa centrale, très proche de sa prise d'eau et être en capacité à réagir aux événements 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Voilà. C'est pour ça que même si nous avons beaucoup d'automatisation de nos ouvrages, nous gardons toujours aussi des gardiens, c'est-à-dire des gens qui connaissent la nature, qui connaissent l'environnement, qui connaissent leur milieu et la météo et qui sont en capacité d'intervenir à temps. Merci beaucoup Franck pour cet épisode passionnant. J'espère que mes auditeurs auront appris autant que moi aujourd'hui. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de nos auditeurs préférés. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aide énormément à progresser et à faire connaître le contenu. J'espère que cet épisode vous a plu et on vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes de cette même série sur les différentes énergies. On va parler du point de vue d'un fournisseur d'électricité, ce qui est un peu différent du producteur, vous allez comprendre. Et puis on ira aussi sur les terrains de l'éolien et du solaire, comme ce que je vous ai promis. Voilà, merci beaucoup Franck, et à bientôt tout le monde. Au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.